Ça y est, les médias mainstream commencent à croire à la prophétie du saint graphique qui est Mélenchon au deuxième tour en 2027 face au Rassemblement national. Donc nous, on pense que ce sera Le Pen, peut-être face à Bardella. Et d'habitude, on nous avait dit non, mais c'est pas possible, ça va être forcément un genre de Glucksmann ou un genre de Macron bis à un Attal ou voire même un Édouard Philippe au second tour. Et puis là, les médias commencent à titrer Mélenchon, Le Pen, deuxième tour 2027 ou des choses comme ça. Donc ils commencent à se rendre compte que la moïsation est terminée et que Mélenchon sera au deuxième tour. Donc nous, ça nous fait plaisir que les gens commencent à rejoindre la seule et unique religion, mais on va devoir analyser tout ça et voir à quel point ils sont conscients ou non de ce que ça veut dire pour eux, parce que j'ai l'impression qu'ils sont peut-être pas assez en sueur. Chris, qu'est-ce que t'en penses? Salut les gens. Quand nous on a commencé à le dire, je sais pas si tu te rappelles, tout le monde était en mode c'est impossible, Mélenchon il est grillé. Et on a commencé à dire ça. Et là ils commencent à s'en rendre compte parce qu'ils sont quand même en train de voir ce que nous on avait annoncé. Je me rappelle là où on a fait la prophétie, allez voir les comments en dessous. Il y a deux choses que les gens trouvaient délirantes. C'est un, le centre qui explose. Deux, le PS qui revient. C'est exactement en train de se fabriquer. Le PS qui s'écarte du NFP, qui essaie de prendre un autre axe, et l'axe justement du centre qui explose. On l'a annoncé et c'est exactement ce qui va se passer. C'est le courant de la moïsation. On retourne vers la gauche et la droite, non plus à partir des partis de gauche et de droite qui se sont écrasés au centre, ils ne vont pas renaître, mais à partir, on va dire, de ce que eux appellent les extrêmes, on va refonder une gauche et une droite. Tu vas voir, ils en sont conscients petit à petit. Alors, ils comprennent pas tout à fait les trucs parce que ce sont encore un peu des profanes. Ils sont dans le baptême là, mais de communion en communion, jusqu'à la profession de foi, ils vont pouvoir comprendre la vraie religion. Juste une petite précision, oui, c'est parti d'un sondage Elab où on voit Mélenchon assez haut, plus haut que le candidat de gauche, qui talonne Édouard Philippe. On va le rentrer en détail ensuite après. C'est parti de ça, de Elab, et on voit en fait la progression Mélenchon. Je rappelle qu'il est donné à 12,5, il était à 7,8 au même moment en 2022 dans cette configuration. Et avec un Macron beaucoup plus haut, beaucoup plus inatteignable, là il est au deuxième tour, quoi, quasiment. Ouais. Donc on est parti. Ça s'appelle On refait le monde, un deuxième tour, Le Pen-Mélenchon en 2027 à l'émission. Donc déjà, ça donne un petit peu le là. Que Marine Le Pen. Mais est-ce que ce sera le même programme? Parce qu'il y aura peut-être des nuances. Si Jordan Bardella se saisit du programme du RN, il va peut-être le faire évoluer. Pour l'instant, on voit bien qu'il y a des nuances, et peut-être plus que des nuances, Oui. parce que ça porte Là, sur des tu vois, électorats différents. On sait bien. Là, tu vois, ils reprennent les éléments du graphique. Ils analysent le deuxième tour, Le Pen. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils l'ont appelé Le Pen-Mélenchon. Pareil, tout le monde nous avait dit, non, mais Le Pen, elle peut pas se présenter, machin. On verra en janvier. Nous, on a annoncé Le Pen. Là, ils essaient d'imaginer si c'est Bardella qui y va. Et tu vois, ils font l'analyse du graphique en disant, ouais, mais il y a des nuances de programme entre les deux. Effectivement, on voit Bardella faire des appels du pied, là, faire le tour des plateaux. Je sais pas trop comment ça se passe, parce que c'est assez bizarre. Quand il n'y a pas de moment politique, il fait le tour des plateaux en faisant des appels du pied au patron, au MEDEF. Et quand il y a des moments politiques, comme quand c'était à deux doigts de faire tomber Macron, là, et quand le cornu, tu sais, après Bayrou et tout, c'est Marine Le Pen qui était en avant. Je sais pas si c'est une stratégie de double adresse chez eux, d'essayer de parler aux deux en même temps. Je pense que c'est une bêtise de faire ça. Ou si c'est une concurrence entre les deux, l'un n'excluant pas l'autre, peut-être que cette double adresse finira en concurrence. Nous, on rappelle que la prophétie amène Bardella à se séparer de Marine Le Pen. On verra. Et donc là, ils expliquent ça, et vous allez voir, ils vont vraiment expliquer ce que nous, on explique dans le graphique. En fait, vous pourrez pas avoir et l'électorat de droite classique et l'électorat historique de Le Pen. Il va falloir à un moment donné trancher. Marine Le Pen a réalisé sa percée sur un électorat ouvrier qu'elle a chippé, son père avait commencé à chipper, mais qu'elle a vraiment cranté, qui est cet électorat populaire, notamment du nord de la France. Ah, c'est dommage, j'ai cru qu'il allait dire qu'elle a chippé au Parti communiste, je vais être là, non, et tout, mais en fait, on sait pas à qui elle l'a chippé. Oui, elle a chippé un électorat ouvrier à la droite, le classique Poujado, on sait pas trop ce qu'il entendait par là. Du coup. En fait, ils le disent plus parce qu'ils savent qu'on va leur tomber dessus derrière. Non, c'est très intéressant ça, parce qu'en fait, les gens, quand ils vous disent oui, mais en fait, c'est des anciens connus. Non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a un événement qui montre que c'est pas le cas, c'est que cet électorat populaire de droite, il a voté pas pour le RN à un moment donné, et le FN, il a voté pour Sarkozy en 2007. C'est un électorat historiquement de droite qui a toujours voté gaullisme, Pompidou. Nous, on dit plus jamais PS à gauche, eux, ils ont dit plus jamais Chirac. Et ils ont cru dans Sarkozy, qui était beaucoup plus à droite, droitier, sécuritaire, anti-immigration. Ils ont cru qu'ils allaient trouver leur poulain. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu, par exemple, Le Pen à 20 et Sarkozy à 30. On a vu Sarkozy à 30 et Le Pen était à 10 en 2007. Et donc, cet électorat-là, il a cru en Sarkozy, c'était sa dernière conviction, de la même manière que l'électorat un peu populaire ou classe moyenne basse a cru dans la gauche de François Hollande, il n'y croit plus aujourd'hui, il est à l'AFI, voilà, tout simplement. Donc l'électorat populaire, ouvrier, prolétaire,
qui ne croit plus en la gauche, trahi par le socialisme, vote FI. L'électorat populaire, prolétaire, qui ne croit plus en la droite et qui croit au pacte raciste, l'autre croit au pacte égalitaire, a voté à droite, a voté Sarkozy une dernière fois pour l'espace du centre, pour les partis de gouvernement, et maintenant vote RN définitivement. Et ça, Jordan Bardella pourrait le perdre, cet électorat-là. C'est plus compliqué quand même pour Jordan Bardella, qui, alors, en revanche, évidemment, mais on le sait, dont l'image de Jean Ridel et le rapprochement avec le patronat dont on parlait, font que peut-être sur un électorat, on va dire des républicains en réalité, peut beaucoup plus cranter, beaucoup plus percer, peut-être même sur des gens qui ont voté. Ouais, il a raison, il a dû regarder nos vidéos, je pense, mais voilà, c'est quand même bien. Mais par contre, non, ce qui est trop drôle, c'est que les mecs rajoutent gendre idéal. Il faut arrêter d'être matrixé par la com, tu vois, c'est pas l'image de gendre idéal qui fait que le mec, il va faire 30% aux élections et qui va choper l'électorat des retraités qui votent LR et des petits artisans. C'est parce qu'il dit, ah bah non, mais on va pas sortir de l'euro, donc ça sert sur les retraités, et puis parce qu'il dit, non, on va pas taxer plus, on va même enlever des charges et des choses comme ça, et ça s'appelait aux artisans, c'est ça qui se passe. C'est ça, et là, on est vraiment sur de droite. Et d'ailleurs, son image de gendre idéal, fabriquée comme ça, elle lui sert pas à lui, en fait. Elle sert à Marine Le Pen. C'est vraiment, sois jeune, beau gosse et tais-toi, quoi. S'il veut avoir un avenir politique et qu'il veut maintenir une ligne, il va falloir qu'il en sorte, en fait. L'image de gendre idéal ne sert qu'à le laisser dans la roue de Marine Le Pen. À faire La croire prophétie dit que pour sortir des jupons de Marine Le Pen, il va devoir avoir une barbe, tu vois. La prophétie dit ça. Vous allez voir Pas mal, Bardella avec une barbe, des et là DSM. et une sans manche, et il va commencer à tenir des discours un petit peu plus libéraux et s'afficher avec Retailleau et Ciotti, tu sais. Avec qui pourrait s'afficher? Tu sais, avec Saadé ou Lagardère. Genre Bolloré, c'est trop zémourien. Ah ouais, genre Bardella, DDSM, barbe de 3 jours, en villégiature avec Rodolphe Saadé. Et ça, c'est Ça, sûr. c'est une autre prophétie. On voulait pas vous en parler maintenant, c'est la prophétie Barbdella. La chef te remercie pas, mais moi, je suis Chris et j'approuve ce message. Et Emmanuel Macron, parce que son libéralisme, son approche plus libérale peut les séduire. C'est vrai que ça pourrait être aussi un vrai handicap pour Marine Le Pen, parce que de plus en plus on entend ce refrain, Marine Le Pen au fond elle est socialiste, c'est ce que disent les gens de Reconquête, voilà. Et n'oublions pas un dernier cri. Je sais pas à quel point ça marche aujourd'hui, ce truc de Marine Le Pen. J'ai l'impression que les gens y croient de moins en moins quand même avec ce qui s'est passé pendant la réforme des retraites, ce qui s'est passé pendant la censure de Macron. Tu vois, ce truc dégagiste populiste. Après, j'en sais rien, tu vois, je côtoie pas H24 l'électorat populaire qui vote RN. Donc c'est compliqué aussi de se mettre à la place des gens qui pensent que Marine Le Pen va changer les choses, tu vois. Est-ce que c'est pas un petit peu cassé par l'alliance avec Ciotti, par justement le discours de Bardella, par tout ça, cet aspect un peu dégagiste, quoi. Alors je crois qu'on est encore dans un moment dégagiste, mais on n'est plus dans le moment dégagiste au contrebas. On est dans le moment dégagiste alternative au néolibéralisme. On cherche un dégagiste de gauche ou un dégagiste de droite. Et elle a un cran de retard, elle est dans le dégagiste ni droite ni gauche. Pour moi, c'est ça son erreur. On a fait d'autres capsules avec Zoé là-dessus. Pour moi, c'est ça son erreur. Je ne sais pas ce que c'est leur stratégie au RN en ce moment, s'il y a un affrontement ou si ils essayent de couvrir 2 électorats entre Bardella et Le Pen. Elle qui vient en disant je suis gaulienne, je crois pas à la gauche. Enfin, elle a dit des trucs ultra radicaux. Elle a dit des trucs du style moi sur certains sujets je suis plus proche de Faure que de Retailleau. On est où, quoi? Pour moi c'est intenable. C'est tenable quand il n'y a pas de campagne électorale là pour faire semblant et pour on va le voir, mais on va se rendre compte aussi que c'est un peu bidon pour apparaître à 35% dans les sondages. C'est un truc qui te fait exploser en vol pendant une campagne. Donc ils se ratameront à 20% comme la prophétie le dit. Là c'est impossible. On va le voir combien de surestime ils ont, mais clairement c'est intenable de jouer sur ces 2 tableaux. Le critère, c'est que Bardella, il est union des droites compatible. Je veux dire que, a priori, c'est plus possible avec lui qu'avec Marine Le Pen. C'est pour ça que ça sert à rien pour vous d'écouter la radio, hein. Vous avez eu la même analyse en mieux il y a 1 an, en fait. C'est ça. Avant que tout le monde le dise. Tu vois, il commence à se rendre compte qu'il va trahir parce que oui, il est plus proche de l'union des droites. À la pas du team, je le rappelle ici pour les gens, on a défini 2 visions de la droite extrême ou de l'extrême droite. C'est soit le trumpisme, soit le mélenchonisme. Mélonisme. Soit le trumpisme, soit le mélonisme. Effectivement, le mélonisme qui est cette union des droites, très libérale, raciste aussi, ou le trumpisme qui semble être un petit peu plus national-protectionniste, un petit peu en dehors des courants. On l'a vu avec ses conflits avec Trump. Est-ce qu'il faut du protectionnisme qui est une forme de socialisme pour eux, voilà. Marine Le Pen fait du trumpisme là où Bardella est plus proche du mélonisme. Bernard Sananès, il n'est pas en 2e position dans votre sondage, Jean-Luc Mélenchon, mais il progresse alors que ces derniers temps, il n'y avait pas vraiment de dynamique. Oui, tout à fait. Mais d'abord, si vous me permettez, je pense qu'on peut quand même dire une chose, c'est que si les choses ne changent pas de manière spectaculaire,
Ce qui va animer la campagne, c'est qui aura cette deuxième place. Ah là, qui dit ça depuis le début? Et à gauche, c'est ce qu'on dit depuis même 2 ans, je crois, même avant le graphique, on disait déjà, la vraie bataille, ce sera la bataille à gauche. Quelle gauche pour affronter l'extrême droite du RN? Et c'est ça qui peut donner de la dynamique aussi. C'est le meilleur moyen pour nous d'avoir de la dynamique parce qu'il y aura un choix. Une fois que le choix est fait, les gens ils se reporteront sur le candidat de gauche vainqueur. Alors certains avec un grand somme, j'espère que ce sera pas nous qui aurons un grand somme. Et là, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de voir. Alors lui, il est là à partir des sondages, commettent toujours 40% des électeurs de Mélenchon. On sait pas trop pourquoi, mais c'est vraiment le vrai débat. Parce que la réalité, c'est que bientôt, on va voir que dans les sondages, si le PS joue pas trop mal, que le PS va être à 16-17 et que Mélenchon va stagner à 13, tu vois. En réalité, Mélenchon sera aussi à 16-17, voire un plus. Normalement, on devrait avoir un PS s'ils jouent bien, s'ils arrivent à récupérer vraiment l'électorat Macron, peut-être à faire une alliance avec Attal ou des choses comme ça. On va avoir un PS qui va être très fort dans les sondages à gauche parce qu'ils auront cette image de centre-gauche. Mais Mélenchon va rester très fort parce que c'est pas le même électorat, tout en étant très sous-coté par les sondages. Et on verra au dernier moment que ceux qui se lèvent à 17h30 avec un drapeau LFI derrière et qui vont voter à 18h30 changeront le monde. C'est ça. En fait, il va se retrouver, oui, effectivement, beaucoup plus comme dans une config 2017, quoi. Où jusqu'au dernier moment, on avait eu Mélenchon, Macron, pas très loin, Fillon, je sais pas si tu te rappelles, t'étais jeune. Si, je me souviens, j'ai voté à Céline. Et il y avait même, tu sais, quand il s'était rapproché du deuxième tour, Mélenchon, ils avaient commencé à dire qu'il allait faire une alliance bolivarienne. Et la traîtresse en chef, Clémentine Autain, avait dit « Ah non, mais ça c'est trop... » Déjà, elle a trahi à chaque fois. Dès en 2017, elle avait dit « Ah non, là, c'est pas possible. » et tout. Et donc, ils vont nous faire des trucs comme ça. Mais oui, ça va être une bataille à gauche. Et c'est pour ça que nous, on dit, là, on voit le PS qui essaye de se frayer un chemin, de récupérer le centre. En ce moment, avec les débats à l'Assemblée, l'attaque Zuckman, on a fait des vidéos, allez voir ça. Ils essayent justement d'aller chercher cet espace central, tout en se marquant à gauche. Tu vois, le jeu un peu fin, quoi. D'apparaître comme le bloc de gauche et en faisant de la danse du ventre au centre. Et ça, c'est assez fin. Ils le font pas trop mal pour l'instant. Ça veut dire qu'ils sont en train de se réapproprier tout un tas de programmes du NFP. On a vu par exemple Olivier Faure dire Zoran Mamdani serait au PS aujourd'hui parce qu'on est pour le blocage des loyers. Tu vois, il joue pas la carte de Zoran Mamdani, c'est le mélenchoniste, c'est l'islamo-gauchiste. Non, il veut apparaître quand même comme de gauche. Ça, c'est quand même nouveau. Il se cache oui, plus. ils vont nous rejoindre. Notre ennemi, c'est la finance. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'à côté de ça, il faut absolument que la FI revoie son programme. Il faut qu'elle sorte du programme L'Avenir en commun, qu'elle le refonde de manière plus à gauche. J'ai entendu Mélenchon récemment parler d'un truc et j'ai pensé à un truc profond. Lui, il aime bien l'international. Moi, je suis pour, par exemple, de dire voilà, un programme de rupture de gauche, ce serait un programme de sortie de l'hégémonie du dollar dans le monde, en finir avec le dollar. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait porter très fort une gauche anti-libérale, anti-impérialiste, anti-raciste, de dire il faut en finir avec le dollar qui est l'outil absolu de l'asservissement des peuples et de l'impérialisme dans le monde, quoi. Plus de dollars, plus franc CFA, évidemment, en finir avec ces monnaies impérialistes. Et ça, c'est un vrai changement, parce que les autres fois, Marine Le Pen ne courait pas pour être en tête. Là, on est sur une hypothèse où le Rassemblement national est largement en tête. 20 points, ça sera sans doute pas 20 points à la fin, mais 20 points, c'est énorme. Et donc, tout le Non, mais évidemment que non, ils sont super surestimés. Tu vas voir, on va le regarder après. À un moment donné, ils n'étaient pas si surestimés, mais dans les dernières élections, ils sont surestimés depuis peut-être 10 ans. En fait, ils ont toujours été, on va le voir sur les... Alors, ils sont jamais partis d'aussi haut, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a plus de droite, c'est pour ça. Ils font l'inverse de Mélenchon. À chaque fois, ils sont très hauts et puis ils baissent, et puis Mélenchon, il fait l'inverse. débat va tourner autour de qui peut être deuxième. Qui peut être deuxième, ça veut dire aussi la question des primaires. Est-ce qu'on peut se regrouper en telle force? Oh là 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 là. Là, c'est intéressant parce que tu vas voir, en fait, lui, il va parler de primaire parce qu'en fait, ils savent effectivement que ça va jouer entre deux forces. Il n'y aura jamais de primaire, tout le monde le sait. Nos noisettes de gauche ou nos noisettes de droite, elles vont être coincées dans les deux trucs. C'est de te dire vers quel bloc elles vont devoir aller. Quand t'es Marine Tondelier, t'es obligé de te présenter. Nous, on a fait une capsule sur Marine Tondelier qui se présente. T'es obligé de te présenter quand t'es Marine Tondelier parce que sinon t'existes pas. Si tu animes pas toi-même ta propre campagne, tu ne peux pas exister parce que tu vas avoir soit le pôle PS Glucksmann, soit le pôle Mélenchon et donc tu peux rien espérer. Donc tu dois faire semblant et tout. À la fin, tu finiras comme Jadot en 2017 à devoir choisir l'un ou l'autre au deuxième tour, quoi. Les sociodémocrates et les écologistes, le socle commun et LR, pour être sur ce deuxième fauteuil du débat de l'entre-deux tours. Et on va en parler, mais on va commencer par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il progresse de 3 points par rapport à avril, dernière vague de cette enquête. Il progresse, à mon avis, pour 2 raisons. La première, parce que lui aussi est un opposant au budget, et que ce budget, il faut le rappeler quand même, est très impopulaire dans l'opinion. Ça a été présenté. C'est marrant parce qu'en fait, c'est des gens qui disent
des trucs qui sont pas nécessairement faux. Mais putain, c'est vraiment superficiel, quoi. Il Ah, n'y aurait c'est jamais super. des dynamiques générales de l'histoire, même pas à long terme, même sur 5 ans, sur 10 ans et tout. C'est ah bah comme il s'est opposé au budget, il a gagné des points. C'est oui, d'accord, oui, c'est sûr, tu vois. Mais c'est quand même un petit peu parcellaire son truc. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de nous de faire ce truc-là, parce que nous, on commande des trucs qu'on a annoncés. Eux, ils Ah oui. commandent des trucs qui sont déjà subissent. passés, qui subissent. Tu sais, nous, on joue le match, on fait des paris sportifs. Eux, ils font des commentateurs de matchs qui sont déjà terminés. On parle pas de la même chose, quoi. Quand on est marxiste, on essaye de comprendre les dynamiques et d'en anticiper des événements ou d'en Ils auront la construire des événements. la pensée déterministe un petit peu, qui refait un imbriquement de mécanismes passés, qui a souvent du mal à se projeter dans l'avenir et à se projeter dans le futur. C'est le gars, au lieu de deviner et de faire, je sais pas, du trading où il sait comment ça a évolué, bah, une fois que ça a évolué, il te dit bah ça a chuté parce qu'il y a eu ça. Très bien, mais du coup, en fait, comment ça se fait que tu n'arrives jamais à savoir quand il y a une crise à l'avance, tu vois? Genre, nous, on essaie de savoir quand est-ce qu'il y aura une crise, on essaie de prédire des choses, mais c'est pas juste de dire ah bah il y a eu une crise pour ci, pour ça, parce que c'est intéressant. Mais si ça permet pas de prédire dans l'avenir, à la limite, on s'en fout de pourquoi il y a une crise. Moi, j'ai souvent ce débat. Il y a des gens qui aiment pas ce qu'on fait, qui disent ouais, mais ça, c'est de la politique fiction. Mais il y a que dans la politique fiction qu'on se projette. Quand vous essayez de tenter un coup, c'est déjà une fiction. C'est que dans votre tête, vous avez un air. Si je fais ça, il va se passer ça. C'est une projection. Vous dites Puis pas. quand bah, Mélenchon en 2014 il dit à la fin ce sera eux contre nous, bizarrement les mêmes personnes ne disent pas que c'est de la politique fiction. Tu vois, enfin, bah oui, c'est quelqu'un qui a une vision du monde, qui a une compréhension fine des forces en présence et donc du coup qui arrive à se projeter à 10 ans. Au final, il a raison. C'est ça. La politique, c'est construire et réaliser au départ ce qui ne sont que des fictions. Pas des fictions qui partent de nulle part, des fictions qui partent de la situation concrète. On se dit, bah voilà l'état des forces. Si on agit comme ça, si on milite en ce sens, si on s'organise en ce sens, peut-être qu'on peut contrer cette force, amplifier celle-ci, atténuer celle-là et se retrouver dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans avec cette vision-là qui deviendrait une réalité. C'est ça la politique. Et même plus généralement, c'est ça la vie des gens. Tu peux pas tenter simplement d'être commentateur. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a créé dans nos sociétés ultra spécialisées des gens qui ne sont là que pour commenter. C'est-à-dire attendre, considérer que eux ils n'agissent pas sur le monde, mais qui sont là pour dire ce qui s'est passé. C'est vraiment ça, journalistes, sociologues, etc. Tu vois, c'est vraiment des gens qui sont là pour dire ah mais moi je fais pas de la politique fiction. Hein. Je regarde en arrière et je regarde ce qui s'est passé. Mais c'est nul de faire ça. C'est nul quand vous analysez un match de sport, de foot. L'intérêt c'est de se dire qu'est-ce qui se serait passé si en fait on avait mieux joué cette action, mieux joué cette action, mieux joué cette action. Aller voir et te dire ah ben en fait ils ont gagné 1-0 et puis en fait machin il est sorti à la 50e minute et puis ah ben non s'il n'était pas sorti on sait pas ce qui se serait passé. Mais moi je le dis, pendant un mois je me suis dit et maintenant j'en suis convaincu et personne ne me prouvera le contraire que si Patrick Vieira il sort pas à la 60e minute en 2006 à la Coupe du Monde contre l'Italie, on gagne la Coupe du Monde. Voilà, c'est peut-être de la politique fiction, mais tout ce que je sais c'est que c'est à cause de Domenech qui fait rentrer Alou Diarra au lieu d'un joueur plus offensif quand Patrick Vieira sort. Domenech, comme dirait Cantona, est le pire entraîneur de l'histoire de France depuis Louis XVI et qui n'a pas compris que l'apport de Patrick Vieira dans cette équipe, c'était de se projeter vers l'avant et non pas d'être juste un milieu défensif. Il y avait déjà Makelele. Voilà, c'est du football fiction. Effectivement, dans ma tête, Patrick Vieira joue tout le match et on a gagné la Coupe du Monde. Personne ne me l'enlèvera. Voilà. Le psychiatre est en train de m'envoyer une ambulance. Comme un budget, je ne vais pas dire le mot austérité, mais en tout cas un budget douloureux avec des sacrifices et des mesures difficiles. Il progresse et il revient au niveau de Raphaël Glucksmann. Il revient au niveau avait de Raphaël pris un peu le Glucksmann, leadership à gauche. qui est effectivement... Il y a vraiment que dans la tête des journalistes qui sont payés 20K par mois et qui vivent à Paris que Raphaël Glucksmann est en tête à gauche, tu vois. Il y a vraiment qu'aux européennes qu'il est en tête à gauche, tu vois. Évidemment que dans un truc où il y aura 82-83% de participation, il sera pas en tête à gauche. C'est n'importe quoi. Il sera en tête d'une certaine gauche, tu vois, d'une certaine vision. Ah oui. Il aura jamais le lead, quoi, ça c'est sûr. n'est pas en dynamique cette semaine-là, mais la bataille est ouverte. La bataille est ouverte dans un électorat de gauche qui est lui aussi très éclaté. Jean-Luc Mélenchon rassemblerait près de 4 sur 10. C'est bien, mais Jean-Luc Mélenchon a un potentiel pour faire beaucoup plus. Et on sait par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon, en campagne, il progresse. Et c'est vrai, il a raison de le dire. Donc c'est vrai que les dernières fois, il a été sous-estimé dans les enquêtes. Il manquait 4 à 5 points. Mais on travaille. On travaille, mais ils sont incapables de comprendre pourquoi ça marche pas, ça me fume. C'est ça. Ils annoncent, après nous, le deuxième tour. Ils annoncent les stratégies Bardella. Ils annoncent la guerre à gauche. Continuez à quel point la prophétie se déroule. Mais tu sais, si on fait des vues, c'est pas pour rien. Hein. C'est l'AFP qui nous regarde. Hein.
L'AFP regarde la patte du team. Hein. La radicalité parce que vive la clarté. Mais non, mais c'est caractéristique d'abord de la sensibilité politique française. C'est unique en Europe ce qui se passe. La montée des extrêmes, on la voit partout en Europe. Mais avoir comme ça un paysage politique qui risque en fait au second tour de l'élection présidentielle de se focaliser autour des deux extrêmes, ça c'est... Ah, il parle de la moïsation là. C'est excellent. Exactement. Alors, rappel pour ceux qui connaissent pas, même si on en a parlé brièvement au début de la vidéo, la moïsation, c'est la séparation du centre, comme la séparation de la mer devant Moïse. Il n'y a plus en même temps, il y a une droite radicale et une gauche radicale. C'est quelque chose de totalement unique. Et effectivement, il y a une responsabilité, à mon sens, historique d'Emmanuel Macron, parce qu'au contraire, lui, il avait été élu sur le et à droite et à gauche, sur l'idée d'éliminer les extrêmes. Les extrêmes n'existaient plus. Il nous avait dit, le RN, ça Oui, mais c'est bidon. Les mots n'ont pas une performativité qui permette. C'est pas parce que tu dis il n'y a plus de droite et de gauche qu'il n'y a plus de droite et de gauche, tu vois. Genre, lui, il est arrivé pour essayer de sauver la fausse alternance droite-gauche et le centre. Mais il y avait quand même ces forces de droite et de gauche qui étaient en train de remonter. D'ailleurs, il s'est battu au second tour contre Marine Le Pen, quand même. Donc, contre une forme de droite. Mais en fait, c'est bien ça qui est intéressant. C'est justement la moïsation, elle touche tout le monde. Là, on l'a vu récemment, ça touche même les États-Unis, là, avec Mamdani. Aujourd'hui, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'à l'échelle nationale, ceux qui emportent la moïsation, ce sont l'extrême droite. Le centre explose, les vieilles droites explosent, et l'extrême droite radicale, le pacte raciste, prend l'hégémonie. Il y a une moïsation aux États-Unis, elle a profité à Trump. Il y a une moïsation en Italie, elle a profité à Meloni. La force de la France, qui est unique, c'est pas d'avoir les deux, parce que avoir la partie droite, c'est normal. Donc là, il se trompe totalement. Bah, bien sûr. La force, c'est d'avoir la partie gauche aussi. C'est justement d'avoir aussi une moïsation et un leadership sur la gauche par la radicalité. Parce qu'on a parlé aussi de beaucoup de Mamdani qui a pris New York et tout, c'est très intéressant. Mais il est encore minoritaire dans l'espace de la gauche américaine, dans l'espace démocrate. On verra si DSA peut prendre de l'ascendant sur les démocrates. Moi, je pense que ça va être très compliqué, mais admettons. Mais en tout cas, c'est encore embryonnaire, quoi. La force de la France, c'est d'avoir eu cet espace gauche qui monte au même niveau aujourd'hui que l'espace droite. C'est-à-dire d'avoir une vraie moïsation, un vrai casse-noix, pas un marteau. Les autres pays, ils cassent les noix avec des marteaux de droite, voilà. Non, nous, on a un vrai casse-noix avec deux forces des deux côtés. Et en fait, Macron n'a jamais été le dépassement des extrêmes. Macron est la résistance d'un système en perdition qui se regroupe au milieu pour pouvoir survivre. Et avec la phrase magnifique, sublime de définition de ce qu'est Macron par Rachida Dati, c'est des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Et en fait, elle, c'est marrant parce qu'elle a fini chez Macron, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, elle ne se rend pas compte à quel point elle a raison. C'est pas des traîtres de leur parti de gauche et des traîtres de leur patrie de droite. C'est des traîtres au peuple de gauche et des traîtres au peuple de droite. C'est les gens qui ont trahi les espérances du pacte égalitaire de gauche de Hollande, les gens qui ont trahi aussi des espérances beaucoup plus réactionnaires et conservatrices de Sarkozy, qui se sont regroupés pour trahir en même temps. Voilà, c'est ça. La République en marche, c'est trahir en même temps. À la fin, ça meurt, quoi. Ça n'existera plus, les filles n'en parlent plus. Et là, c'est exactement le contraire qui est arrivé. Et ça, c'est un gigantesque échec, tout simplement parce qu'il nous a fait une sorte de bonapartisme, d'émiettement des partis, anti-partis en réalité, et qu'il n'a pas su justement essayer de créer cette fameuse culture du compromis qu'aujourd'hui on nous a. Ouais, c'est un peu du Viktorovitch, là, c'est un peu la faute de Macron, personnellement. Moi, je veux bien que Macron, il ait ses torts là-dedans, même si pour nous, c'est pas des torts, hein, qu'il y ait une vraie gauche qui revienne, c'est pas un tort. Mais c'est la dynamique historique qui veut ça, c'est le fait que la bourgeoisie ne soit plus capable de résoudre la crise par le centre. Et on l'a bien vu avec Macron, il s'est fait élire à partir du Parti Socialiste, il a fait un truc au centre, il est allé à droite. Et c'est cette dynamique-là, en fait, qui est la dynamique de la bourgeoisie, en réalité, de droitisation de la bourgeoisie en crise. Vous pouviez mettre un Mozart de la politique au lieu de Macron, et encore Macron, en réalité, c'est quand même bien débrouillé sur certains trucs, il a réussi à se faire réélire et tout, il aurait fait la même en fait, il aurait jamais réussi à sauver le en même temps. Mais il n'y aurait pas eu Macron, il y en aurait eu un autre qui aurait pris cet espace-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Macron, il a senti le coup de cet éclatement. C'est ça, hein, 2017, c'est un éclatement. Hein. Il y a 4 partis à 20%. C'est incroyable ça, d'avoir 4 partis à 20%, un gauche centre-gauche, à l'époque il était centre-gauche, et un droite et extrême droite Fillon-Le Pen. C'est vraiment ça qui est significatif. Mais imaginons Macron n'existe pas. Hollande est en perdition à la fin de son mandat. Il y aurait eu une primaire Hamon et les autres Valls et tout. Valls a trahi, il n'a pas suivi Hamon, mais il y avait l'espace Macron, donc il ne pouvait pas en créer un. Mais s'il n'y avait pas eu d'espace Macron, Valls y serait allé. Et peut-être que ça aurait été Valls président en 2017. Peut-être Bayrou. Ou Bayrou, ouais, tout à fait, exactement. Bayrou se retire pour Macron parce qu'il sent le coup, etc. de la même manière. Mais voilà, il y aurait eu un autre parce qu'il y avait
un espace, un débouché politique, c'est-à-dire de gens du bloc bourgeois, comme diraient nos camarades Amable et Palombarini. En haut, on en parlera des classes là, mais plutôt salariat encadrant, bourgeoisie stato-notabilière, haute petite bourgeoisie libérale. Enfin, tu vois, l'espace d'en haut là du graphique regroupé qui s'est dit, bah nous, on est pragmatique au quotidien, on gère des gens, on gère des problèmes, on n'a pas d'idéologie, on adore Clément Viktorovitch, etc. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Clément Viktorovitch pensait de Macron en 2017. C'est facile d'être de gauche en 2025 et d'être anti-Macron. Moi, je voudrais savoir pour qui Viktorovitch a voté en 2017. Est-ce qu'il avait déjà voté Mélenchon ou est-ce qu'à l'époque, il trouvait que Macron, c'était quand même pragmatique. Voilà, ça m'intéresse. Moi, je fais partie des gens qui, en 2017, bien avant, savaient que Macron, ce serait une douille sans nom. Et il y en a plein qui en font partie. T'as aussi d'ailleurs des gens que tu n'as pas cités qui ont voté Macron, des profs. Bah voilà, typiquement Viktorovitch, quoi. Amène comme ça, mais comme totalement impromptu et qui ne peut évidemment pas fonctionner. Et donc, historiquement, on se retrouve avec cette montée des extrêmes. Et comme le ticket d'entrée au second tour sera peut-être autour de entre 15 et 17%. Oh non, mais c'est trop. C'est exactement ce qu'on a dit. Ça me fume. C'est exactement ce qu'on a dit il y a un an. Tu sais. Tout est possible, et notamment cette poussée, cette percée pendant la campagne de Mélenchon, qui est incontestablement le meilleur en campagne. Donc voilà, on va se retrouver avec ce choix. Moi, je suis d'accord, c'est le meilleur en campagne. Mais ça la suffit réalité, mais oui, c'est pas parce qu'il est bon en campagne qu'il gagne 15% par rapport à son score annoncé. C'est parce qu'il est sous-estimé de zinzin, en fait. Et aussi parce qu'il a un vrai programme adéquat à la crise, quoi. Et de moins en moins. Ça, c'est le problème. S'il a explosé tout le monde ces derniers temps dans les campagnes et qu'il a fait des remontadas, c'est que le pacte égalitaire, comme le pacte raciste, malheureusement, je préférais que le pacte égalitaire soit celui qui soit hégémonique, le pacte égalitaire est cohérent, quoi. Il parle aux gens. Les gens comprennent que oui, il va falloir être plus dans la coopération, dans le partage pour pouvoir sortir de la crise, ne pas s'en remettre au marché, faire de la planification, gouverner par les besoins. Les gens comprennent ça. C'est cohérent pour plein de gens. La bête politique de Mélenchon ne suffit pas. Là où moi je te dis, nous on alerte, c'est attention, vous n'êtes plus face à Macron 2017, c'est-à-dire des gens qui viennent du PS et qui vont vers le centre, vous êtes vers des gens qui sont au centre et qui veulent retourner vers le PS et vers la gauche. Donc ce ne sera pas la même alternative programmatique et la même lutte. C'est ça qu'il faut comprendre. L'avenir en commun qui est très adéquat de 2017, qu'il l'est un peu moins 2022, mais qu'il l'est encore, attention, maintenant il faut vraiment le refonder de A à Z et être beaucoup plus radicaux. Sortie de l'euro, sortie du dollar. Il va falloir se poser des vraies questions, quoi. Ouais. On va terminer avec cet extrait. RTL, puisque au micro de Thomas Soto, cette fois Laurent Wauquiez, le chef des députés à l'Assemblée, donc LR, expliquait un peu ce qu'il fallait faire pour rassembler la droite. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux un candidat de droite pour porter un vrai programme de droite. Pourquoi ? Si la droite est dispersée, si elle est face au puzzle, il n'y aura pas de candidat de droite. Y compris le RN. Oh là là, la noisette, Wauquiez. Il demande l'union. C'est ça. Alors, c'est très intéressant parce que là, du coup, il y a deux stratégies qui se percutent. Il y a une stratégie union des droites. Alors lui, c'est ce qui est trop marrant, c'est qu'il enjambe le RN pour aller faire de la drague à Reconquête, quoi. Ouais. Lui, il dit union des droites. Donc lui, il est très dans le mélonisme. Il dit, si on veut gagner, on rassemble toutes les droites. Darmanin, Knafo, voilà, on fait l'union des noisettes. C'est le Tondelier ou le Ruffin de droite. C'est les mêmes stratégies, mais de l'autre côté. Face au péril Mélenchon, il faut qu'on se regroupe, sinon on va perdre. Les autres en face, ils disent face au péril de l'extrême droite. Bon, à la fin, il y a Retailleau. Nous, on a plutôt parié sur lui, qui lui a une autre stratégie, c'est pas l'union des droites, c'est de dire je pars de rien et je vais aller siphonner du Le Pen. Je vais jouer sur les contradictions de Le Pen. Moi, je crois que c'est plus malin, Retailleau. Tout le monde se fout de sa gueule dans les médias. Donc, c'est plutôt un bon signe. C'est plutôt bon en général, oui. Alors ou pas? Non, et pour une raison très Comment vous voulez faire un rassemblement de la droite sans le RN qui est le parti majoritaire à droite aujourd'hui? Non, le RN n'est C'est exactement comme sur les FISAM pub. pas de droite. Mais c'est le Monsieur Soto. Glucksmann. Marine Le Pen le dit elle-même. Moi, ce que je veux, c'est le rassemblement de la droite. Et il précisait... Le RN n'est pas de droite, Marine Le Non, mais en Pen fait, le tu dit vois, elle-même. donc- C'est quel foutage de gueule. Reprenons les trucs. On a le centre qui a explosé. Donc Édouard Philippe, voilà, tout ça, ça vaut plus rien, Attal et tout. On a un pôle de gauche avec un lead de rupture radicale. Pacte égalitaire, planification, sortie du capitalisme. En face de ça, il y a deux stratégies. La stratégie des noisettes, Ruffin, Clémentine Autain, etc. Il faut se rassembler, sinon en face, on va perdre face à l'extrême droite. Et une stratégie plus maligne d'aller attraper des gens de gauche en partant d'une vraie ligne Glucksmann. De l'autre côté, c'est exactement la même config. Un pôle de rupture radicale, le RN, pacte raciste. En face, une stratégie de noisette, Wauquiez. Faut se rassembler avec toutes les droites, etc., contre le péril Mélenchon. Et
un retaillot qui est le Glucksmann de la droite, qui justement joue une ligne tout seul d'aller siphonner les autres un peu au centre, un peu sur l'extrême droite. C'est exactement la même config. Pôle de rupture, dominant, stratégie de noisette, ligne à l'intérieur pour siphonner l'extérieur. On en est là. Ouais, à la fin, c'est quand même les originaux qui risquent de gagner. Exactement. Donc du coup, ouais, Chris, tu voulais nous montrer un truc juste avant de terminer là sur des graphiques? Ouais, bah pour un peu vous montrer en fait que l'électorat de droite est plus stable, il est moins clivé par des batailles programmatiques et en fait, quand ils vous annoncent là les 35% de l'extrême droite, en fait, à chaque fois, la gauche est sous-estimée en termes de blocs dans les élections. Donc là, tu vois, premier graphique, c'est 2017 celui-ci. 2017, ouais. On voit vraiment Fillon et Marine Le Pen très très haut. Juste Fillon, c'est en bleu, Marine Le Pen en noir, en jaune, vous avez Emmanuel Macron, en rouge foncé, vous avez Jean-Luc Mélenchon, et en rose, là, vous avez Benoît Hamon qui part à 4% pour finir à 6%. C'est ça. Donc tu vois, on voit vraiment, par exemple, le bloc de droite qui démarre à 55%. Là, on n'est même pas à 2 ans, hein. On est à 6-7 mois de l'élection. Et on voit en fait qu'il explose pour aller vers le centre. Pareil pour le bloc de gauche, on est à 20% entre Hamon et Mélenchon. Et au final, on finira quand même à 26, 27, 28 si on additionne d'autres partis d'extrême gauche. Vraiment, l'analyse d'un bloc à 55% de droite, comme c'est dans le sondage Elab, c'est vraiment bidon. On a la même chose en 2022, si tu veux l'afficher. On voit pareil, une gauche qui est quasiment absente des débats. On voit un Mélenchon tout bas, là, au niveau des verts. Alors, il va gratter un petit peu sur les verts, etc. Mais on voit vraiment que Mélenchon va absorber tout le monde. Mais on n'aura pas du tout la même proportion des blocs de droite, de centre. Pareil, on voyait Pécresse au-dessus de Mélenchon. Donc on a un bloc Pécresse, Macron, Le Pen qui était énorme avant la truc et puis on voit quand même qu'il y a quand même un candidat de gauche. Donc ça c'est typique des analyses de sondagières. Le bloc de droite est très fidèle, il n'attend beaucoup moins les débats. C'est normal, c'est des conservateurs, hein. Donc les conservateurs de base ils n'ont pas besoin de choisir des alternatives. Là ça va être un petit peu plus intéressant. Donc ils savent déjà pour qui voter. Les gens de gauche progressistes attendent un peu plus des programmes, de convictions, des orientations. C'est pour ça que nous on dit mais ça va booster la gauche à fond. La question sera entre deux gauches, qui va battre l'extrême droite. Ça veut dire qu'on aura des débats que sur des choses de gauche, quoi. Et donc voilà, quand vous voyez ce truc en mode 35%, là vous pouvez être sûr, jamais l'extrême droite, je peux prendre le pari, jamais l'extrême droite, Le Pen ou Bardella fera plus de 25% au premier tour de l'élection 2027. J'arrête tout si c'est le cas. Ouais. Bah après, ça dépend. S'il y a une union des droites, ils peuvent. Si jamais il y avait Retailleau qui rejoignait ou je sais pas trop quoi. Mais ça Ah bah n'arrivera oui, pas, mais- dans une config où il y a plusieurs candidats, c'est ça que je veux dire. Mais oui, s'ils se regroupent tous, je suis même pas sûr que ça les aiderait. Oui, de fait, à un moment donné, c'est un bloc qui pèse 45, 50%, mais qui pèse pas 50% au premier tour, ça n'a aucun sens. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, on va peut-être s'arrêter là sur ce. N'hésitez pas à participer à la campagne de financement de Position Revue. Position Revue, c'est très important pour nous. C'est vraiment notre pôle. Donc, revue, évidemment, que vous connaissez sur Internet, mais aussi notre pôle réflexion théorique. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, notamment pour faire des entretiens, de temps administratif, de temps de maintenance, de site Internet, de graphisme, de choses comme ça. Il y a des projets, notamment, qui nécessiteraient des fonds, des projets que je ne vais pas vous dévoiler parce que c'est pas à moi de le faire, mais d'événementiels, de production aussi audiovisuelle. Ça demande évidemment des fonds pour pouvoir employer des professionnels, louer des choses et tout ça. Sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à aller voir les vidéos sur la chaîne On ne veut plus, sur les différentes chaînes personnelles de Zoé, de moi. Vous abonner à tout le monde et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens! Salut.